Kayeli Isabelle, héroïne des temps modernes qui se bat envers et contre tous pour préserver son intégrité physique et morale dans un environnement gangréné par la prostitution, la corruption et la pauvreté. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine littéraire Entre les lignes, qui a grand plaisir à recevoir ce soir Monsieur Mathurin Golibi Irié, auteur de Silence, la récréation est terminée. Monsieur Golibi Irié, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur notre plateau pour cette nouvelle émission. Vous êtes un écrivain très prolixe, on dira. Vous êtes déjà à votre 8e œuvre. C'est exact. Je vous avais reçu il y a quelques années pour La lycéenne. Oui. Aujourd'hui, l'objet de notre émission, ce sera Silence, la récréation est terminée. Et à l'entame de cette émission, je disais donc que le livre portait sur Kayeli Isabelle, une jeune fille qui arrive en ville, de son village donc natal, qui quitte sa mère et qui arrive chez sa tante pour poursuivre ses études. C'est ça. C'est exact. En fait, Kayeli est élève de 3e et donc passe donc en classe de seconde, admise. Donc, problème de tuteur se posant, elle va donc rester chez sa tante, tante Unzo, qui va donc l'accueillir et qui aussi tire le diable par la queue. Exactement. Oui. Avant d'arriver chez tante Nzo, justement, dans le quartier de Ziboti, justement, il y a beaucoup de péripéties parce que le car qu'elle emprunte pour se rendre à la capitale, Oui. déjà, il y a un accident grave, il y a Oui. des morts, elle en réchappe miraculeusement. Elle arrive dans le quartier Ziboti, justement, où réside sa tante. C'est un quartier populeux, c'est un quartier insalubre, un quartier où la misère pue à tous les carrefours. Oui, oui. La maison dans laquelle elle loge, elle est insalubre, on dira. C'est une baraque, oui. C'est une baraque insalubre, Oui. où les résidents pratiquent ce qu'on appelle la mort subite. Ils ne mangent qu'une seule fois par jour, et un repas qui n'est même pas, qu'on ne pourrait même pas appeler un repas. C'est ça. Pas consistant, rien. Et elle est victime de plusieurs tentatives de viol. C'est ça. Effectivement, bon, je voudrais dire ce qu'on appelle le constructivisme a été déjà planté, c'est-à-dire elle quitte son village natal, un accident, mais avant de se rendre chez sa tante la nuit, elle échappe aussi à un viol. Exactement. Et elle arrive dans le quartier. Elle se fait tout dépouiller. Oui, elle se fait tout dépouiller. À cette occasion-là. Oui, à cette occasion. Et donc elle arrive dans le quartier, mais pas un quartier de rêve, où il y a les urines pestilentielles, où il y a des déchets sur la route, des dépotoirs partout. Et dans cette maison, il y a pratiquement 18 personnes. Et se couchant, tout le monde se touche, il n'y a pratiquement pas de place. Effectivement, Kayeli est destinée véritablement à vivre l'enfer. Et à la lecture de la description donc, des lieux, on a une sensation de malaise tout de suite, parce que c'est tellement bien décrit, les murs lézardés, le plafond troué, les odeurs. Tout de suite, on a une sensation de malaise. Moi, je me suis imaginé, franchement, on s'imagine difficilement cet endroit-là. Mais en tout cas, il existe, il y a 19 personnes qui y vivent. C'est ça. La promiscuité est ce qu'elle est. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes hommes. Et elle est jeune, elle est frêle. On imagine une ado pubère qui aiguise l'appétit des mâles présents là, qui tentent à plusieurs reprises d'abuser d'elle. Plusieurs fois, elle a failli être violée par ses frères même, qui se trouvaient dans la même maison qu'elle. Elle a échappé à plusieurs viols, en fait. Et tout le décor était planté, le décor de la négation, tout, pour montrer effectivement comment Kayeli, d'où elle est partie, qu'est-ce qu'elle va faire pour sortir de cette léthargie. Exactement. Ah oui.
Et la situation, on l'a dit, est vraiment délétère, elle est précaire. La tante se démène comme un beau diable pour nourrir tout ce monde, ce qui n'est pas évident. Oui. Et elle incite la jeune fille ainsi que les autres protégées féminines qu'elle a à se livrer à des hommes. C'est ça. La tante survit grâce au proxénétisme. C'est-à-dire, elle pousse les jeunes filles qui se trouvent chez elle à la maison à pratiquer le proxénétisme afin de ramener de leur chasse de la nourriture pour pouvoir nourrir la famille. Et donc, Kayeli aussi devait être exposée à ces vices. Elle s'y refuse. Mais elle refuse. Elle refuse donc de pratiquer la prostitution. Et c'est ça qui va provoquer, générer, j'allais dire, le conflit entre la tante et la nièce. Et on précise que la tante est la sœur de sa mère. Hein. C'est pas une parente éloignée qui veut la dévoyer, c'est la sœur de sa mère. C'est la sœur de sa mère. Alors, le premier homme qui intervient dans l'œuvre, en tout cas qui a des vues sur Kayeli, c'est le beau-frère de sa tante, Monsieur Gabriel. Gabriel Diamboné. Exactement. Et celui-là, alors, tombe amoureux de Kayeli et demande à la tante d'avoir Kayeli avec lui. Et la première tentative a échoué parce que Kayeli va refuser. Or, la tante attendait là qu'elle accepte pour qu'on ait de la nourriture à la maison, pour l'homme puisse lui donner de l'argent afin de nourrir la famille. Alors, Kayeli refuse et la tante n'est pas contente. Elle accuse Kayeli donc de vouloir affamer la famille sciemment. Et page 39, c'est décrit avec beaucoup d'humour, en tout cas la conversation entre Gabriel et la jeune Kayeli qui l'appelle tonton. Et il lui dit il dit arrête de m'appeler tonton, regarde-moi, je ne suis pas aussi vieux que tu le crois. Et le fixant, je remarquais, parce que Kayeli est narratrice donc, de l'œuvre, le fixant, je remarquais davantage que la calvitie avait rongé en partie le sommet de sa tête. Il avait la barbe blanche, les dents jaunâtres, les joues creusées, le visage pâle, miné de quelques rides. Oui, il était vieux. Tous ces signes patents en témoignaient. Seulement, il niait l'évidence comme s'il avait horreur de la vieillesse. Oui. C'est un vieil homme qui veut sortir avec une jeune fille. Et donc, elle est en face d'un homme qui a 60 ans et qui veut véritablement se nourrir de la chair fraîche. Et donc, Kayeli est en train de lui dire, en fait, elle est en train de décrire pour dire qu'il y a un décalage d'âge entre lui et voilà. Et le monsieur, refusant donc qu'on l'appelle tonton, lui dit que lui, il s'appelle Gabi. Gabichot. Voilà, Gabichot. Alors, vous dites Gabichot donc, a pour envie de se nourrir de la chair fraîche, mais Kayeli, elle veut se nourrir tout court parce qu'elle a faim, c'est écrit explicitement. Elle a faim. Elle ne mange pas à la maison, elle a faim. Quand elle quittait d'abord même son village natal, sa maman lui a donné une devise, le défi, l'effort et la persévérance. Donc, elle est écartelée entre la faim et la devise que sa maman lui a donnée. Et donc, prenant de l'argent, elle savait très bien qu'elle n'allait pas coucher avec l'homme. Parce qu'elle est, j'allais dire, oppressée par la devise que la mère lui a donnée. La mère Tchansia qui revient souvent comme... je l'apparente un peu à la conscience de la jeune fille. C'est la référence même de la jeune fille. Exactement. Sa maman du village lui a donné un certain précepte moral qu'elle doit suivre, auquel elle veut obéir. Et elle ne déroge pas. Le Gabichot lui a donné rendez-vous devant un hôtel à Clomion-Blas. Voilà. C'est à Clomion-Blas, c'est en Baoulé, je pense. Ça veut dire si tu m'aimes, tu viens. Voilà, si tu m'aimes, tu viens. Et donc, il lui propose la nourriture, tout ça. Il demande d'abord qu'on entre, que tout se passe à l'hôtel. Et Kayeli refuse. Et c'est là, il s'est fâché. Il dit, mais vous les lycéennes, vous pensez que tout doit se passer gratuitement? Ce n'est pas possible. Et c'est comme ça. Et il lui proposait, il lui a montré de l'argent. Elle était tentée de prendre, mais ça n'a pas eu lieu. Elle refuse la somme. Voilà, elle refuse d'accepter. Plus loin, page 48-50, elle a un échange, enfin, je n'ai pas bien compris en fait ce que ce professeur-là, le professeur Dombo, attendait d'elle. Il s'est rendu compte que c'était une élève brillante, il l'a fait sortir une fois de la classe, il l'emmène derrière d'autres classes. Moi, je pensais qu'il allait lui proposer des choses indécentes, mais ils ont une conversation qui est tout à fait correcte. Oui. Je n'ai pas bien saisi la psychologie du personnage. Le professeur Dombo était tenté de sortir avec Kayeli. Mais il a su déjà que ce n'est pas une fille facile. Donc, tout de suite, il s'est ravisé et il a commencé à prendre un autre chemin.
l'a moralisée au départ. Il s'est moqué d'elle. Elle vit dans un quartier insalubre. Est-ce que ce quartier existe, ceci, cela? Mais après, il a compris que Kayeli n'est pas une fille des rues, qu'il ne pouvait pas la voir. Et donc, il a tout de suite changé de chemin en essayant maintenant de l'aider pour qu'elle sorte finalement de sa misère. Voilà. Et l'école justement qu'elle fréquente n'a pas bonne réputation. Il y a des pratiques détestables qui s'y passent, notamment les professeurs justement qui sortent avec les élèves, des notes fantaisistes qui sont attribuées aux protégés. C'est ça. C'est vraiment l'école dans toute sa décadence. C'est ça. C'est l'image de l'école moderne. Hein. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que... Vous en savez quelque chose, vous êtes professeur? Bon, oui. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'aide est devenue une autre matière. C'est-à-dire, après avoir calculé les moyennes, les élèves attendent impatiemment qu'on bonifie les notes. Donc, c'est devenu pratiquement une autre matière. Et donc, Kayeli aussi, elle a refusé. Quand on lui a proposé la bonification des notes, elle s'est opposée à Alors justement, ce n'est pas le professeur Dombo qui bonifie sa note, c'est un autre professeur. Un collègue. Sur instruction du professeur Dombo. Oui, oui, qui a demandé. Alors, Kayeli, elle est idéaliste et c'est tout à son honneur. Oui. Mais la jeune demoiselle, elle a 8 de moyenne. Oui. Elle n'a pas été sanctionnée, donc c'est vraiment le fruit de son travail qui lui a donné ces 8 de moyenne. Oui. Et le professeur Dombo, voulant l'aider, demande à son collègue donc, de bonifier sa moyenne. Oui. On lui a attribué un 14. Oui. Et en plein milieu de la classe, elle se lève, elle dit non, je n'ai pas 14, je veux mes 8. Elle a réclamé sa note, parce que Kayeli, c'est une fille idéale par rapport à la devise que sa mère lui a donnée. Le défi, l'effort et la persévérance. Elle lui a dit que tu vas te nourrir avec le travail que tu vas fournir. Il ne faudrait jamais accepter les faveurs et que même les faveurs peuvent être les trajectoires de la facilité et de la fornication. Donc elle a donc refusé de se livrer ou bien de prendre cette note. Et l'histoire fait grand bruit dans le collège. Elle est même convoquée chez le censeur pour désobéissance ou pour avoir accusé le professeur. Oui. Et là, il tombe des nues quand elle explique l'histoire. Elle dit, j'ai eu 8, il m'a donné 14, je ne veux pas de son 14. Tout le monde est surpris, on la regarde comme une folle, c'est écrit dans le livre. Ils la prennent pour folle. Le censeur était ahuri de voir pour la première fois qu'une lycéenne qui n'a pas eu sa moyenne demande à avoir sa vraie moyenne, sa véritable moyenne. Au lieu d'avoir 14, elle dit qu'elle a 8 et qu'elle veut avoir ses 8 de moyenne. Elle veut avoir ce qu'elle mérite. Voilà, ce qu'elle mérite. Très bien. Donc c'est une femme qui réclame ce qu'elle mérite. Il y a beaucoup de thèmes, je l'ai dit, qui sous-tendent l'histoire principale, donc l'histoire de Kayeli. Oui. Il y a notamment ce paragraphe-là qui parle des grossesses en milieu scolaire. Et vous essayez de situer les responsabilités. Oui. Alors pour vous qui êtes enseignant, et c'est un problème très actuel, les grossesses en milieu scolaire, c'est un véritable fléau. Oui. Les journaux en parlent. Il y a à chaque fois des jeunes filles qui sont obligées d'arrêter leur scolarité pour faire face à la grossesse. En tant qu'enseignant, à votre avis, à qui la faute? Bon, c'est un problème très important parce que très souvent, on a souvent fait croire que ce sont des enseignants qui sont les auteurs de grossesse. Ça arrive. Ben, ça arrive, mais quand on vérifie, ceux qui grossissent nos élèves, ce sont surtout des mécaniciens, des apprentis baka, des bouviers, des charcutiers, tout le monde en fait. Quand on mène gens bien... qui font de petits métiers. Voilà, ceux qui font des petits métiers. Quand on mène l'enquête, il y a au moins peut-être 2% d'enseignants. Mais très souvent, comme nous nous trouvons dans le même espace, on a tendance à faire croire que c'est des enseignants qui sont les auteurs de grossesse. Voilà. Et pourquoi ces jeunes filles-là C'est par manque d'argent, par manque de moyens. Et c'est pourquoi nous avons créé le personnage de Kayeli. Refuser tout. Elle est plus que pauvre. Elle est très pauvre, mais elle refuse tout. Elle veut mériter ce qu'elle a. Elle ne veut pas se laisser aller à la débauche sexuelle. Et à la débauche, justement. Et son refus donc de tomber dans ces travers-là qui sont très courants chez les jeunes filles de son âge, de sa classe, l'emmène à refuser les avances du député de la ville. Le grand député est arrivé à une cérémonie à Djibouti. Et donc, Kayeli étant hôtesse, tout de suite, elle a frappé dans l'œil du député. Et là aussi, Kayeli, sa tante même Ozoa, était très contente, très heureuse
que Kaélie soit cooptée, soit aimée par le député. À elle. Voilà. Et elle imagine tout de suite changer de vie, sortir voilà. de ce quartier. Elle a commencé à rêver. C'est que le député va lui donner. Elle va changer de cadre de vie, elle va bien manger. Ça ne sera plus la mort subite. Mais Kaélie, c'est mal connaître Kaélie. Elle refuse. Et à page 57, elle fait un vibrant plaidoyer où elle lui dit, mais si tu refuses, déjà, tu es une jeune fille quelconque, tu as la chance qu'un député s'intéresse à toi, il a la possibilité de te faire changer de vie et partant, nous faire changer de vie, ta mère, tes frères, tes cousins, tout le monde, et tu refuses. Et le faire, c'est dire que tu ne nous aimes pas. Elle culpabilise la jeune fille en disant, tu veux nous affamer, tu veux nous laisser mourir de faim. Oui, et c'est bien dit clairement dans le livre. Sa tante l'accuse. Elle a dit que c'est une chance très rare et qu'elle-même, dans sa jeunesse, elle n'a pas eu cette chance que Kaélie a actuellement et que toutes les jeunes filles de Djibouti n'ont pas cette chance. Pourquoi alors elle refuse les avances de monsieur le député? Elle dit, si tu refuses d'être l'amante du député de Djibouti, c'est que tu as décidé de nous priver de bonheur. Tu n'as pas le droit de nous affamer. Oui. Page 57. Page 57, c'est ça. Et s'en suivent des invectives, des supplications. En fait, elle alterne le chaud et le froid. Oui. Elle essaie de l'amadouer quand elle sent que Kaélie ne cède pas. Elle s'énerve. Elle s'énerve en même temps. Elle influence Kaélie, mais elle est restée imperturbable parce qu'elle suit une seule chose, c'est que sa mère lui a dit. Une femme doit réussir à partir de ses propres efforts et non en se livrant à la rapacité sexuelle des hommes. Mais à un moment, elle accepte, sous la pression de sa tante, elle accepte quand même un rendez-vous avec le député. Elle le suit même jusqu'au fameux hôtel Aklomia Bla. Dans la chambre, il lui remet de l'argent. Il s'adonne quand même à des attouchements sur sa personne. Elle ne se... C'est pas écrit explicitement qu'elle se débat, elle ne crie pas non plus. Et au moment où le député rentre dans la douche pour prendre une douche justement, elle a un sursaut de lucidité comme ça et puis elle s'enfuit en laissant l'argent. En laissant l'argent. Elle était, j'allais dire, sous le coup des accusations de sa tante. Donc elle a accepté. Elle est même allée à l'hôtel avec le député. C'est vrai, elle a été touchée, ceci, cela. C'est elle-même qui a réclamé au député d'aller d'abord se doucher. Et donc, le monsieur sifflotant, se lavant, criant, chantant, Kaélie donc s'est levée calmement, elle a ouvert la porte et puis bon, elle s'est enfuie. Les choses continuent, l'année scolaire se déroule tant bien que mal, elle est toujours aussi studieuse. Et finalement, il y a sa tante qui est avant de l'incident du calcul des moyennes. Et on vient lui dire beaucoup de choses, comme quoi on lui aurait donné des sommes d'argent astronomiques qu'elle aurait gardées par devers elle. Et toute la maisonnée fait harakiri sur... c'est ça, c'est les rumeurs... écrit haro sur la jeune fille. C'est des rumeurs dans les petits quartiers. On dit oui, le député aurait donné 200 000 francs à Kaélie. Oui, le professeur lui aurait donné 500 000 francs. Et sa tante dit, mais comment? C'est qu'elle est très méchante. Tous nous attendons à être nourris par une jeune fille, puisque les filles, les enfants même de la tante, c'est elle qui nourrit la famille. Et donc, la tante est fâchée. Et toute la maisonnée porte main à Kaélie. On la bat. On la bat, elle est frappée, elle est déshabillée. On lui réclame l'argent qu'elle n'a pas. On lui réclame de l'argent, mais elle n'a pas cette somme. Elle n'a pas cette somme parce qu'elle n'a pas reçu d'argent de qui que ce soit. Voilà. Et ceci va faire donc l'objet de son départ de la maison. Elle décide de partir. Elle n'est pas chassée, il faut le dire. Bon, elle est en même temps un peu contrainte de partir parce qu'elle est dans la maison, elle n'est plus nourrie. Elle n'est plus nourrie. Elle n'a plus le droit de toucher ni au savon, ni aux assiettes, ni à rien. Donc, elle décide de partir. Et ce n'est pas l'amène chez Demisère. Alors, elle va chez sa camarade Demisère. Pourquoi on va choisir ce nom déjà, Demisère? C'est prémonitoire. D'accord. On va voir ce qui va lui arriver. Exactement. Oui. Bon, parce que là, la jeune fille ne vit pas vraiment dans la misère. Hein. Non. Au contraire. Elle ne vit pas dans la misère. Bien au contraire. Mais bien au contraire. Mais elle a une misère morale qui est patente. La suite nous le dira. D'accord. Voilà. Elle va donc chez Demisère, qui est une jeune fille de son village. De son village. Qui accepte de l'accueillir. Et là, elle est frappée par la différence de cadre. Parce que autant elle vivait dans un environnement des plus insalubres à Djibouti. Autant à Belle-Côte, elle a l'impression d'être à Ottawa, aux États-Unis, d'être à Paris, ou à tout ça. Oui. Et là, Demisère
est habillée, nourrie par un argentier du pays. Voilà, donc elle vit dans la bonne grâce d'un richissime de la capitale de la République de Bolibana. Donc elle est bien traitée, elle se trouve dans un quartier huppé. Tout de suite, Kayeli est frappée par la différence. Mais elle n'est pas attirée pour autant. Non, elle n'est pas attirée par le train de vie de cette jeune fille, même si elle est dans de bonnes conditions, de meilleures conditions. Elle lui demande de changer de vie parce que... Oui, c'est là le paradoxe. Parce qu'elle est allée chez Desmisères, où elle mange, elle vit bien, mais elle demande à Desmisères de changer de vie. De changer de vie. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce mode de vie, mais pourtant elle vit bien. Pourtant, elle vit bien. Et elle profite des largesses de la jeune fille. Oui. Même Desmisères lui a dit, mais tu es venu chez moi, c'est de cette façon que je me nourris, c'est pourquoi je t'ai reçu, pourquoi tu me demandes d'abandonner mon bonheur. Voilà. Et donc elle la voit comme une femme vicieuse, comme une femme même qui est contre elle. Alors comment elle peut lui proposer avoir à peu près le même âge? Oui. Les deux filles viennent du même village, ces deux filles, elles sont contemporaines, elles se connaissent très bien, elles sont de même âge, mais avec des chemins différents. C'est deux lycéennes parallèles. Elles ne se touchent pas, chacune a sa vie, et c'est comme ça se déroule. Et la débauche de Desmisères ne s'arrête pas donc à ces relations qu'elle entretient avec des hommes, notamment des hommes mariés, mais également à l'école. À l'école, elle a des amants parmi les professeurs qui font qu'elle avance, mais elle a connu encore des déboires, parce qu'arrivé à un moment donné, les professeurs n'ont pas pu bonifier sa moyenne, elle devait même être exclue, mais son mari, son amant qui se trouvait à l'extérieur du pays, lui avait proposé des vacances à Madrid ou à Paris. Voilà. Alors justement, il y a cette note qui sort suite donc au tapage, on dira, en griffe de Kayeli pour refuser donc ce système de bonification des moyennes. Il y a une note qui sort qui interdit à tout professeur d'attribuer des notes farfelues ou fantômes aux élèves, et ça prend une tournure dramatique dans la classe. Dans toute la classe, il y a même pratiquement une grève. On attribue tous ces mots à Kayeli. C'est vrai. Kayeli ayant refusé la bonification des notes, une décision a été prise de façon générale que désormais, plus de bonification des notes dans la classe. Alors, Kayeli fait l'objet de tracasseries. Elle est combattue par tous les élèves. Elle n'est plus aimée. Donc, voilà comment tout se déroule dans la classe. On lui a même proposé de changer de classe. Elle a dit qu'elle va rester dans cette classe. Parce qu'elle a quelque chose à enseigner aux élèves, c'est le défi. Et d'ailleurs, même chaque trimestre, elle dit, premier trimestre s'appelle défi, deuxième trimestre effort, troisième trimestre s'appelle persévérance. Elle a essayé de se donner un itinéraire en fonction duquel elle doit travailler pour parvenir à ses fins. Le troisième trimestre donc s'achève. Oui. Elle a 12 de moyenne. Elle passe en classe supérieure. Desmisères, avec qui elle vit, à 8 de moyenne, est exclue du système scolaire. Mais elle ne s'en fait pas parce qu'elle a son argentier justement qui lui propose des vacances. Elle a de quoi tenir. En même temps, elle ne s'arrête pas à cet argentier qui s'occupe d'elle, qui la loge, qui la nourrit, qui la blanchit. Elle a d'autres amants, notamment un jeune étudiant. Médis. Médis, qui a poussé le bouchon très loin, qui a eu même à l'enceinte, parce que son amant serait stérile, il n'arrive pas à enfanter, donc Desmisères était obligé d'avoir un enfant pour son amant. La morale qu'on va en tirer, c'est la vie de Kayeli qui, malgré, on voit bien qu'elle est soumise à d'énormes pressions pour abandonner ses idéaux, pour abandonner ses principes. Elle a faim, et quand on dit faim, c'est dans le sens le plus réel du terme. Elle n'a pas à manger, elle n'a rien à se mettre sous la dent. Et un grand penseur disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais malgré cela, elle reste très droite. Elle a toujours... intègre. Elle est restée telle qu'elle est, telle qu'elle était et telle qu'elle est. Elle est restée telle que sa maman a voulu qu'elle soit. Elle est restée la même Kayeli du début jusqu'à la fin, parce que nous avons voulu enseigner aux élèves. C'est une proposition de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Parce que très souvent, la raison, c'est que les élèves n'ont rien à manger. Or, il y a une élève qui a tenu. Donc, il faut pousser les élèves à rêver, à croire que Kayeli a pu résister. Donc, elles aussi, elles peuvent faire autant. Donc c'est pourquoi nous avons créé le personnage de Kayeli. Qu'arrivera-t-il donc à Kayeli, Isabelle et à ses
ses compagnons d'infortune, hein, notamment de misère, Tante Nzuo et sa maman Tchantia, dont on n'a pas parlé, mais qui est toujours présente, on l'a dit, tout le long du livre. Mais pour le savoir, il faut se le procurer. Silence, la récréation est terminée, signé Mathurin Golibi Irié. Merci beaucoup, Monsieur Irié, pour votre présence. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission Entre les lignes. Nous étions ici à la bibliothèque de l'Institut français. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même canal. En attendant, je laisse le dernier mot à mon invité. Merci beaucoup. Une fois de plus, nous avons écrit sur l'école parce que nous pensons que l'école est la matrice des valeurs. Si nous n'écrivons pas assez sur l'école et que nous la laissons enrhumer, c'est toute la société qui sera unijambiste. Une fois de plus, merci pour tous ceux qui vont nous lire et que l'école soit l'idéal pour nous tous.